Eh bien, il est 14 heures. Bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour cet épisode 1 du cycle des prospections qui en comportera 4. On a comme invité Sébastien Tedesco aujourd'hui. Évidemment, vous le connaissez tous, coach en immobilier, fondateur de l'académie Accélérimo, fondateur aussi de Rassemblimo. Je dois oublier encore plein de choses, mais bonjour Sébastien. Salut Alain, salut à tous. Ça va? Ouais, bah écoute, très bien. Écoute, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, on a fait avant les fêtes un webinaire sur le mandat exclusif et on s'était dit qu'on avait peut-être mis un peu la charrue avant les bœufs, puisque avant de pouvoir œuvrer sur le mandat exclusif face aux prospects ou aux clients, bah faut déjà avoir des clients. Et on est en même temps là sur un marché qui est tendu, ça vous aura pas échappé. Donc on s'est dit ben back to basic quoi, on revient aux fondamentaux et on revient au début de l'histoire pour survivre, pour vivre mieux pour certains, mais en tout cas, on est sur un cycle de prospection. Donc, comment ça va se dérouler? Alors, bien sûr que vous ne nous avez pas attendu pour définir et atteindre vos objectifs. Alors, j'essaie juste de passer, voilà, tac. Bien sûr qu'en fin de ce 45 minutes là de webinaire, on aura des questions que vous allez pouvoir nous remonter auxquelles on tentera de répondre. Donc ça, c'est en fin de webinaire, enfin tout au long en tout cas, vous pouvez les poser via ce chat et nous on compilera et on vous répondra à la fin. Je vous ai présenté l'intervenant principal, donc génial, et on va sous la forme d'un dialogue, d'un échange, d'un épisode de pratiques et d'expériences croisées, échanger sur ce premier cycle qui est bien sûr fixer et atteindre ses objectifs. Juste en rappel, c'est la minute entre guillemets promo, c'est juste vous rappeler que ce webinaire est hébergé évidemment par la plateforme Meilleurs Agents Pro et que depuis 2008, on n'a de cesse en fait que de vous rapprocher ou en tout cas de rapprocher le vendeur de ce mandat exclusif et des agents immobiliers, puisqu'il vient d'abord sur notre plateforme s'informer sur le marché, estimer, puis sélectionner des agents immobiliers. Et puis vous, professionnels, on essaie de vous mettre dans les meilleures conditions avec un certain nombre d'outils. On n'est pas là aujourd'hui pour dévoiler et à nouveau parler de nos outils, mais évidemment, vous le savez, on a un certain nombre d'outils qui vous mettent dans les meilleures conditions pour signer ces mandats exclusifs. Donc voilà pour le rôle de meilleurs agents dans cette prospection, puisqu'on va bien voir qu'à un moment donné, dans cette prospection multicanale, il y a du digital et que meilleurs agents aujourd'hui fait partie de ces canaux-là, bien évidemment. On voulait démarrer par un petit sondage pour savoir si on avait en face de nous aujourd'hui, puisque vous allez être 1500 inscrits, donc on va voir combien vous êtes en fin de parcours. Là, je vois qu'on est déjà, je sais pas, 600-700, certainement qu'on arrivera à 600-700. Juste de savoir si vous êtes plutôt des responsables d'agence, des dirigeants ou des conseillers immobiliers. Donc, je vais lancer un sondage très rapide pour qu'on puisse personnaliser au mieux en tout cas ce webinaire. Donc, je sélectionne mon sondage, je le lance et normalement, ça fonctionne. Et là, je vois que ça ne fonctionne pas. Pourtant, j'ai bien sélectionné le sondage. Je le lance. Peut-être qu'il faut attendre une petite seconde. Non disponible tant que le sondage n'est pas sélectionné. Eh bien, écoutez, moi, je vois que je ne peux pas sélectionner tout de suite mon sondage. Ah, ça Donc, y est. ça y est, c'est parti. Donc, alors, eh bien, on va attendre 30 secondes que tout le monde puisse répondre, sachant que on s'oriente plutôt vers 2 tiers, 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de conseillers immobiliers ou consultants immobiliers ou négociateurs. On a le choix des termes et puis un quart environ de dirigeants. Donc, parfait, tout va bien. Je vais pouvoir peut-être maintenant ça augmente, il y a de plus en plus de négociateurs. On est plutôt sur du 85 négociateurs, 15% dirigeants. Moi, je serais d'avis, maintenant que les chiffres ne bougent plus, eh bien, de fermer ce sondage qui va certainement s'afficher peut-être si je le partage. Voilà. Et normalement, on devrait avoir des résultats qui vont s'afficher incessamment sous peu. Hop, On les a. peut-être. Est-ce que ça s'affiche?
Vous, de votre Si, si, côté? ça Ah, s'est génial. affiché. Parfait. Bon, Puisque moi, on est je n'ai d'accord, pas. Alain, on est Oui. d'accord qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise réponse. Ah non, il n'y a pas de bonne ni de mauvaise réponse. Donc, tout va bien. En effet, c'était bien de le préciser. Du coup, ce qui serait bien, c'est que je puisse avancer. Alors, en même temps, je vous ai à l'écran. Hop, j'essaye d'avancer ma présentation. Ah, un truc un peu nouveau. On s'était dit, en tout cas, que bien sûr qu'on va vous fournir à un moment donné des conseils, des partages d'expériences et que c'est génial. Et en même temps, on s'est dit, peut-être qu'il y a un ingrédient dans cette recette qui peut arriver en premier, qui est, alors on l'appelle comme on veut, mais il est connu sous le nom de Big Why. Alors on pourrait dire le pourquoi je vais faire les choses. Alors on pourrait très bien étendre ça à pourquoi aujourd'hui je fais ce métier d'agent immobilier, pourquoi je vais le faire, combien de temps je vais le faire. Parce que tout ça, en fait, est assez déterminant dans le fait de définir son ambition, définir ses objectifs et tout ce qu'on va voir avec Sébastien. Donc, ce cercle d'or là, puisque vous allez voir que Sébastien aime bien parler de ce métal juste après, ce cercle d'or là, qui a été un peu modélisé par quelqu'un qui s'appelle Simon Sinek, mais vous avez aussi un autre qui s'appelle Schwartz qui parle de cette modélisation-là, qui est peut-être que les gens ou vos clients n'achètent pas spécialement d'abord ce que vous faites directement, mais comment vous le faites et pourquoi vous le faites. Donc nous, ce qu'on vous propose, c'est une réflexion que vous aurez le temps de mener au moins d'ici les 15 jours qui nous séparent de l'épisode 2 de ce webinaire, qui est bien sûr que vous êtes déjà interrogé, mais pour ceux qui ne l'auraient pas fait, de d'abord vous interroger peut-être sur le pourquoi et comment, mais d'abord le pourquoi je fais les choses, pourquoi je vais prospecter de telle manière, mais de bien s'interroger et se différencier là-dessus avant de passer peut-être un peu vite au comment qui est plutôt les modalités et au quoi qui est bah ok, ce que je fais c'est ce que tout le monde voit ou les résultats quoi. Donc peut-être de prendre le chemin inverse et de démarrer par le orange, là, le pourquoi au centre de ce cercle pour démarrer votre histoire. Voilà. Donc moi j'avais envie avant de se jeter dans la bataille là, de tiens on a des pistes, on a des solutions dans tous les sens, de se poser ou que vous ayez l'occasion de vous poser après ce webinaire en disant ok c'est quoi mon pourquoi hein, et vous allez voir qu'à partir de là on peut avoir un autre angle pour démarrer ce métier ou se renouveler dans son métier d'ailleurs. Voilà. J'avais envie de démarrer là-dessus Sébastien. Quand on parlait d'or, de cercle d'or, c'était évidemment pour préparer l'intervention de Sébastien sur comment se fixer son objectif. C'est hyper intéressant ce que tu partageais juste avant sur le pourquoi, parce que quand on pose en réalité la question à un conseiller immobilier, je le faisais en entretien d'embauche ou même maintenant encore tous les jours. Bon, ben, une fois que tu as dit j'aime bien les belles pierres, j'ai toujours rêvé de faire ça, j'aime bien les gens, j'aime bien être dehors, j'aime bien être indépendant, etc. Bon, tout ça c'est bien, mais c'est hyper superficiel, parce qu'en réalité, la prospecter, et ça va être notre sujet, c'est dur. On va pas dire le contraire, prospecter c'est dur, c'est se mettre en danger tous les jours. C'est accepter le rejet, c'est accepter l'échec, c'est accepter plein de choses. Et pour avoir cette motivation, cette persistance et cette résilience perpétuelle, ça demande de se raccrocher très souvent à son feu sacré, à la raison qui fait qu'on se lève tous les matins. Et souvent, ce sont des choses qui sont très perso, puisque c'est, je sais pas, je veux rendre fier mes proches, je veux m'affranchir voilà, de ne plus avoir de patron au-dessus de la tête, je veux avoir du temps libre pour moi, etc. Mais tout ça sont des motifs qui sont tout à fait valables, mais il convient souvent de se reconnecter à ça le plus souvent possible pour pouvoir ensuite déployer sa prospection qui n'est pas forcément simple tous les jours. Et là, sur le comment se fixer du coup son objectif, pour moi, un objectif, il repose essentiellement sur 3 dimensions. On a la dimension de réduire cet objectif au plus petit dénominateur commun. Et si tout devait être réduit à un chiffre, un seul, qui jouerait l'effet domino, je vous invite à lire le livre The One Thing de Gary Keller, qui en parle très très bien, qui parle notamment de cet effet domino dans le sens où quelle est la plus petite action que je peux opérer aujourd'hui pour qu'elle ait un impact dans les semaines, les mois qui viennent vers mon gros objectif qui est pour beaucoup d'entre nous un objectif de revenu ou de chiffre d'affaires. Donc ça, pour moi, en tant que conseiller immobilier, c'est le nombre d'or. On va y revenir un petit peu plus tard. Ce que j'appelle le nombre d'or, c'est le nombre de rendez-vous vendeurs qu'un conseiller immobilier doit obtenir chaque semaine pour être certain d'atteindre son objectif de chiffre d'affaires.
Voilà, le plus petit objectif possible pour un conseiller immobilier, c'est combien de rendez-vous j'ai généré cette semaine. Et ça, c'est un nombre d'or qu'il va falloir, et on verra tout à l'heure, du coup, challenger chaque semaine. Mais c'est la seule solution pour avoir son focus sur une chose unique. Et on sait que quand on porte son focus sur quelque chose, il a tendance à augmenter. Vous savez, quand vous cherchez, vous aimez bien les voitures rouges, et puis d'un coup, vous dites, mais c'est pas possible, il y a que des voitures rouges, je vois des voitures rouges partout dans la rue, ou je vois des femmes enceintes partout, ou je vois. À partir du moment où on met son focus sur quelque chose, on a tendance à le voir partout. Et du coup, c'est exactement la même chose avec ce nombre d'or, c'est que quand on va porter son focus sur une seule et unique chose, et ben on a de plus grandes chances, bien sûr, de le faire grossir. Donc ça, c'est la première dimension de cet objectif. La deuxième dimension, on l'a vu tout à l'heure, c'est la notion du coup du pourquoi de cet objectif pour pouvoir lui donner du sens. D'accord? Je trouve que beaucoup d'entrepreneurs, de manière générale, souffrent en fait du manque de sens de ce qu'ils accomplissent et pourquoi je fais les choses. Alors, on a parlé d'un pourquoi très profond, mais même le pourquoi de la prospection, pour certains, c'est difficile. C'est quoi l'intention qu'il y a derrière l'action de prospection que je pose? Elle sert à quoi? Pourquoi? Où je vais emmener les gens? Pour quel objectif? Etc. Pas je prospecte parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je prospecte ou on m'a dit qu'il fallait que je fasse ça. Non, je le fais avec une réelle intention derrière. C'est ce qui va me permettre de garder la motivation et la discipline au quotidien. Et puis la troisième dimension, c'est la dimension de récompense. Quelque chose à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, c'est dans l'atteinte de ce micro-objectif sur la route de ce gros objectif, eh ben, je vais activer des circuits neuronaux de la récompense, de la gratification, parce que je vais m'offrir une récompense, elle va être différente pour chacun d'entre nous, à chaque fois que je vais atteindre cet objectif ou ce petit objectif sur le chemin, pour avoir une gratification plus immédiate, parce qu'une grande difficulté dans notre métier, c'est que l'action de prospection d'aujourd'hui, c'est peut-être du chiffre d'affaires dans 6 mois, 7 mois, 8 mois, et donc beaucoup de conseillers ont du mal avec cette notion de gratification reportée dans le temps, et bien du coup, quand on a cette récompense de ce simple nombre d'or, de ce simple petit objectif, et ben on va activer comme ça une gratification beaucoup plus immédiate qui va nous donner la motivation pour continuer semaine après semaine. Très clair. J'espère que je te devance pas là, mais ça me fait penser dans les petites gratifications à ce chiffre qui est que 70% aujourd'hui des conseillers immobiliers ne démarcheraient que un peu moins de 250 nouveaux prospects par an. Ça veut dire moins de 1 par jour. Et on peut se dire que si j'ai besoin, en tout cas, on va voir tout à l'heure dans le détail, d'atteindre, alors peu importe si je le prends d'un chiffre d'affaires ou d'un nombre de rendez-vous, il va falloir que je génère un peu plus de prospects que ça pour exister. Et c'est assez gratifiant et je peux le mesurer. Je ne sais pas si on se dit à un moment donné, bah tiens, aujourd'hui, j'ai 3 nouveaux prospects à convaincre ou à rencontrer, eh bien, on va être dans ces petites gratifications, ces petits objectifs qui font partie des moyens ou des gros objectifs, quoi. Voilà. Alors, je crois que tu as la main sur la présentation. Ben, je vais pouvoir continuer, juste pour rebondir sur ce que tu disais là, ce nombre de rendez-vous, c'est un nombre, les Américains vont plus loin, ils parlent en nombre de conversations pour obtenir ce rendez-vous. Donc, ils vont encore un cran plus bas sur à combien de personnes en fait il faut que je parle pour atteindre un objectif de rendez-vous. Exactement. Alors, je vais aller à la slide suivante. Hop. Parfait. Yes. Donc, deuxième conseil, deuxième partie du coup de cet objectif de définir son objectif, c'est d'abord on ne peut améliorer que ce qu'on a mesuré. Hein, et donc, ça va nécessiter de faire un audit de comment se passe votre prospection actuellement. Et cet audit, si j'arrive moi aussi à faire passer à la suivante, yes. Ça va vous amener de vous poser une question très claire, c'est est-ce que vous êtes au clair avec les chiffres que je suis en train de vous afficher? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, est-ce que vous êtes en capacité de dire, de manière très spontanée et très directe, combien de rendez-vous vendeurs vous avez généré dans l'année 2020? Ou sur les 3 derniers mois, sur les 6 derniers mois, peu importe depuis combien de temps vous faites ce métier. Parce que quand on pose la question au conseiller immobilier, ils vont dire, bah, oui, je connais mon chiffre d'affaires. Très bien. Je connais à peu près les honoraires moyens par transaction que je vais obtenir sur chacune des transactions. Je sais combien de ventes j'ai fait en 2020. Ensuite, quand on commence à demander combien de mandats exclusifs est-ce que vous avez généré, déjà, parfois ça demande à faire un peu de recherche. Mais alors, si en plus on demande combien de fois vous avez rencontré un nouveau vendeur, un nouveau projet, remis une nouvelle estimation d'un nouveau bien et d'un nouveau projet immobilier, là, ça se complique. Et c'est hyper important que vous soyez au clair sur chacun de ces chiffres, parce qu'avec la connaissance de chacun de ces chiffres, vous connaissez vos taux de conversion. D'accord? Ce n'est pas un gros mot. C'est juste que c'est important pour un entrepreneur de connaître le taux de conversion à chaque étape de son processus de vente. Ce qu'on est en train de voir là, c'est un entonnoir de conversion, tout simplement. C'est je mets dans un tamis tout en haut des actions de prospection. Et à la fin, il me reste, et dans notre métier, c'est vraiment ça, un nectar
qui est le revenu que je dégage finalement chaque mois en tant qu'entrepreneur. Et au fil de l'eau, ben, il y a de la déperdition. Et en fonction d'un conseil immobilier, le tamis il est plus ou moins large et on en perd plus ou moins plus sur le chemin. Et c'est hyper important que vous connaissiez vos taux de conversion à chaque étape pour l'améliorer tout simplement. Et vous allez vous rendre compte que finalement, avoir un chiffre d'affaires qui augmente de manière significative, ça peut nécessiter de seulement améliorer son taux de conversion de 5% à chaque étape. Parfois, il suffit de peu de choses. Peut-être qu'au lieu d'avoir besoin de 5 rendez-vous pour rentrer un mandat, eh ben, je vais améliorer mon processus de prise de mandat pour n'en avoir besoin que de 4. Et puis peut-être que je vais améliorer le suivi de mes vendeurs pour faire en sorte que je ne transforme plus 70% de mes mandats exclusifs en vente, mais 85%. Et puis peut-être qu'au lieu de discuter mes honoraires systématiquement et d'en perdre 500 € par-ci par-là, je vais être un petit peu plus ferme sur mes honoraires, je vais me former pour ça et je vais là aussi améliorer mon taux d'honoraires moyen. Et comme ça, finalement, avec pas plus d'actions de prospection que ce qui a été fait auparavant, eh ben, on arrive avec un chiffre d'affaires qui a augmenté de 10, 15, 20, 25%, toutes choses égales par ailleurs, sans avoir eu besoin de prospecter plus. Ça, c'est la notion d'efficience, hein, c'est comment est-ce que vous allez pouvoir consommer le minimum de ressources pour un maximum de chiffre d'affaires. Et pour ça, il va falloir être au clair avant toute autre chose avec chacun de ces chiffres. Très clair. Ensuite, ce qui est important, si on va encore un cran plus bas, Alain, c'est de regarder du coup par canal de prospection, quels sont ceux qui sont les plus rentables? Oui, sachant que ce que tu as annoncé dans ce que tu viens d'annoncer, plus là le nombre le bilan par canal de prospection, pour certains, c'est une prise de conscience d'avoir une vision un peu comme ça globale et de pouvoir évidemment pouvoir surtout mesurer. Donc il y a un ensemble de canaux. Alors c'est pas exhaustif, mais enfin il y en a quand même pas mal là, hein, puisqu'on va partir du porte-à-porte, du boitage, de la pige, des apporteurs d'affaires, de tous les outils de prospection digitaux notamment. Alors là, évidemment, je peux pas m'abstenir de parler de notre vitrine en visibilité ou de nos outils avec la carte de prospection, etc., etc. Donc il y a et puis la visibilité évidemment de l'ensemble des réseaux sociaux notamment. Alors tout ça, c'est tellement des grands sujets à part entière. En tout cas, l'idée c'est de alors nous, on n'est pas, et je crois que tu partages ça avec nous, Sébastien, on n'est pas de l'école tout digital ou pas tout digital. On est dans, il existe tous ces canaux de prospection en fonction de votre historique, de votre appétence, de vos envies et de vos mesures et de vos résultats. Bah, vous allez choisir les canaux qui vont vous rapporter et pour lesquels vous êtes à l'aise. Et là, le truc, c'est surtout de regarder, un, où est-ce que vous n'êtes pas encore présent sur quel canal. Deux, est-ce que vous avez pu mesurer et tester avant de rejeter ou d'adhérer totalement à un canal? Voilà ce que j'ai envie de dire là. C'est-à-dire que est-ce que vous avez bien le panorama global de ces milliers, dizaines de petites rivières qui font qu'à un moment donné, ben, un sourcing d'un mois à l'autre va venir peut-être de lead show ou de mandat de vente ou de flyer ou d'apporteur d'affaires. Mais si je suis sur l'ensemble des canaux, en tout cas, je me prive d'aucune piste pour réussir à remplir mes ambitions ou mon nombre d'or, quoi. Voilà. Donc, et encore une fois, nous, on a déjà fait des webinars sur ce sujet-là, sur le multicanal et l'omnicanal. Sébastien aussi. Là, le maître mot, c'est est-ce que vous avez fait le bilan? Est-ce que vous avez testé? Et est-ce que vous mesurez? Voilà. Point à la ligne sur ce sujet-là. Et rien que ça, encore une fois, ça va demander de l'intention à l'action, et ben, de se mettre en marche sur un effort à faire, c'est-à-dire peut-être quelque chose qu'on n'avait pas l'habitude, c'est-à-dire s'arrêter sur quelque chose, le mesurer, en tirer des conclusions, investir plus là, investir moins là, mais en tout cas, une vraie stratégie qui va dépendre de vous, quoi. Ouais, c'est important. C'est important ce que tu dis là parce que et si on veut aller de l'intention à l'action, du coup, je pense que s'il y a un exercice à faire là pour les conseillers qui nous écoutent, c'est de se dire, de regarder combien de rendez-vous ont été obtenus sur l'ensemble de l'année et ensuite d'aller regarder quelle était l'origine de chacun de ces rendez-vous et ensuite d'aller regarder le nombre d'heures qui a été alloué à chacune de ces stratégies de prospection pour aller regarder si finalement, je ne suis pas en train de surinvestir un grand nombre d'heures dans une stratégie de prospection qui rapporte peu de rendez-vous ou à l'inverse, tiens, si je ne vais pas tomber sur un truc intéressant où finalement j'ai accordé assez peu d'heures à une action de prospection pour des grands résultats parce que généralement, on voit bien que la loi de Pareto s'applique. Il y a probablement 20% des actions de prospection que vous faites aujourd'hui qui génèrent 80% de vos résultats. Et la question, c'est peut-être de voir comment est-ce que vous pouvez accélérer sur ce sujet-là parce que ça veut probablement dire que vous êtes au carrefour de votre talent naturel et des spécificités de votre marché parce que tous ces canaux qu'on voit là,
vont pas être investis de la même manière en fonction de votre appétence naturelle ou de votre talent naturel et de la réalité de votre marché, parce qu'on ne prospecte pas à Paris comme on prospecte à Béziers, quoi. Exactement. Et oui, ce que tu disais, c'est d'avoir quelque chose aussi de factuel, parce que qu'est-ce que parfois on entend de dire, tiens, tel canal, ça marche pas, ou ça marchait mieux avant, ou ça marchera jamais. En fait, là, alors si j'ai jamais testé un canal différent, alors c'est sûr que ça va pas marcher, hein, je peux pas avoir de résultat. Et puis surtout les a priori qu'on peut avoir, soit qu'on répète, soit qui font partie d'une rumeur, en disant, bah tiens, ça marche pas. Ben, vous allez voir qu'en prenant vos ventes et en regardant quelle est l'origine de la source, peut-être que vous aurez des surprises sur l'origine de la source et peut-être quelque chose à creuser et à accentuer ou au contraire à éliminer si ça fonctionne pas. Souvent, Clairement. on mesure, et notamment pour les actions de prospection, puisqu'on est dans le sujet, on va mesurer l'action de prospection. Alors, on peut la mesurer de plein de manières possibles, mais on peut la mesurer à, bah tiens, combien de ventes j'ai sorti sur tel canal de prospection. Pourquoi pas? Mais on peut regarder deux autres indicateurs. D'abord, le premier qu'on a évoqué avec les petites gratifications avec Sébastien tout à l'heure, c'est de dire, dans ma prospection, il faut que je trouve, ou il faut que je rencontre ou que je parle chaque jour à au moins 2 ou 3 personnes. Et si je l'ai fait, même si je n'ai pas encore rentré d'estimation ou de mandat ou de vente, c'est un objectif qui est atteint. Et c'est donc gratifiant pour de la prospection qui parfois met du temps à se convertir et peut être déceptive dans les résultats immédiats. Alors, ça dépend ce que je mesure et pourquoi je le fais. Et auquel cas, je peux très bien rentrer tous les jours de prospection et être très heureux parce que si je sais que je rencontre et que je parle à 3 nouvelles personnes par jour, alors je sais que je vais atteindre mon grand pourquoi en réalité parce que j'ai besoin de cette première étape. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est on peut aussi imaginer la chiffrer. Alors, par contre, j'ai plus rien à l'écran, moi, donc je vais faire disparaître cette caméra. Moi, je le vois. Masquer ma webcam, tac, non. Alors attends, je vais marquer juste ça et je vais masquer les webcams. Voilà, hop. Et je vais revenir juste en arrière pour juste poursuivre ce que j'ai dit, c'est-à-dire regarder à un moment donné que je peux avoir un objectif pour atteindre mon grand objectif, qui est bien au-delà d'ailleurs de mon chiffre d'affaires et de ma rémunération. C'est pourquoi je fais tout ça. Eh bien, parfois, dans mes prospections, ce qui peut être gratifiant, c'est qu'en effet, j'ai eu 3 échanges avec des suspects, puis des prospects et peut-être des clients, et je sais que grâce à ça, mécaniquement, je vais atteindre mes ambitions. Mais on peut aussi commencer non pas à chiffrer à l'acte, mais à chiffrer à ce qu'on appelle la valeur mandat ou cette notion de valeur mandat, c'est-à-dire le chiffre d'affaires que va générer une agence pour les dirigeants qui nous écoutent aujourd'hui ou mes propres objectifs de négociateur, c'est-à-dire quel est le chiffre d'affaires que j'ai généré. Ce chiffre d'affaires, je l'ai généré grâce à combien de ventes et il me fallait combien de mandats pour arriver à cette notion de valeur mandat. C'est-à-dire, si on prend une agence qui fait entre 350 et 400 000 euros, ce qui est la moyenne de chiffre d'affaires d'une agence ensemble, en France, avec des honoraires moyens d'environ 8 000 euros et un point de vente constitué d'environ 3 conseillers. Si on dit par exemple que cette agence a fait 40 ventes par an, ça veut dire en gros 3 ventes et demie par mois, une vente et demie chacun, que si j'en vends 1 sur 4, 1 sur 5 ou 1 sur 3 et demi, eh bien, il m'a fallu 160 mandats par an. Ça veut dire que sur la globalité de l'agence, ça veut dire 4 mandats par conseiller, soit 1 par semaine pour atteindre ce chiffre d'affaires. Donc, ça veut dire que ce qui est très intéressant là, c'est que comme j'ai besoin d'un certain nombre de mandats pour faire ma transaction, si c'était 10 000 euros le montant d'honoraire de ma transaction et qu'il me faut 4 mandats pour faire une vente, chaque mandat que je rentre a une valeur de 2 500 euros. Et je trouve ça très gratifiant quand on rentre ou d'estimation ou de rendez-vous mandat avec un mandat, d'ailleurs qu'il soit simple ou exclusif, mais que je rentre avec un mandat, eh bien, même quand je ne l'ai pas encore vendu, comme il m'en faut 4 pour faire une vente ou 5, alors j'ai déjà rentré un potentiel de 2 500 euros dont je peux, encore une fois, obtenir une gratification. Donc, soit je vais chercher ma gratification dans les prospections parce que j'ai défini que pour atteindre mon ambition, mon nombre de rendez-vous, eh bien, il me faut un certain nombre de rencontres. On a dit 3 tout à l'heure.
et que mon objectif est atteint. Donc, je me félicite à la fin de journée, même si j'ai pas encore acté. J'ai eu trois nouveaux prospects ou suspects qui vont faire partie de mes petits pourquoi pour arriver à mes objectifs. Et puis, quand je rentre un mandat, ben, même quand il n'est pas encore vendu, comme j'en vends 1 sur 4 ou 1 sur 5, j'ai rentré un potentiel de 2500 € de chiffre d'affaires pour l'entité, quoi, hein, pour l'agent ou pour l'agence. Voilà ce que j'avais envie de dire, moi, sur les premières gratifications sur les prospections avec le nombre de contacts que je peux générer, qui est déjà du résultat, et puis cette notion de valeur mandat, puisque par exemple chez Meilleurs Agents, souvent on va nous dire bah, j'ai fait 2 ventes ou j'ai fait 6 ventes grâce à vous, ou je n'ai pas encore fait de vente. Mais si grâce à notre dispositif, eh bien à un moment donné, ne serait-ce que 1 ou 2 mandats ont été rentrés, alors on est déjà sur un potentiel, si c'est 2 mandats, de 5 000 €, quoi. Okay, et ensuite, la transformation ne nous appartient plus, va évidemment appartenir au talent de l'agence et des négociateurs. Donc voilà sur ce point-là, Sébastien. Je vais même plus loin, Alain. Je fais Ouais, exactement le même exercice avec mes clients où on va donner une valeur au rendez-vous. Parce que du coup, à partir du moment où je sais que mon mandat vaut, dans ton exemple, 2500 €, s'il me faut 5 rendez-vous pour obtenir ce mandat-là, ça veut dire que chaque rendez-vous que j'obtiens a une valeur de 500 500 €. €. Et ça, c'est hyper important, exactement pour les raisons que tu évoquais, pour la gratification immédiate. Parce que du coup, vous savez, quand vous rentrez le soir et votre conjoint, votre conjointe vous dit « Alors chérie, tu as vendu aujourd'hui ?» et que tu es en train d'expliquer que tu ne fais pas des ventes d'appartements et de maisons tous les jours et que tu aimerais bien, mais que ce n'est pas le cas, ben, tu peux au moins dire « Mais non chérie, j'ai obtenu un rendez-vous vendeur et le saviez-vous, ça vaut 500 €, donc ma journée n'a pas été perdue, elle a été efficace. » Donc c'est vraiment important cette notion de gratification immédiate parce Oui. qu'elle donne du sens à nos actions de manière très, très quotidienne, ce qui n'est pas toujours simple dans notre business. On continue Alors, avec comment les on est objectifs? objectif? Ouais. Alors, on va voir ça tout de suite. Du coup, donc on va retrouver en fait notre entonnoir qu'on a vu tout à l'heure, mais on va le faire fonctionner un petit peu différemment. Voilà, il est là. Où là, on va en fait partir à l'inverse. Je suis allé un peu trop vite. Voilà. On touche plus. On va partir de notre objectif du coup de chiffre d'affaires. Donc, vous êtes conseiller immobilier, vous êtes dirigeant d'agence, peu importe, vous avez un objectif de chiffre d'affaires. OK. Vous avez vu que je ne suis pas allé sur le revenu, etc., parce que ce revenu va dépendre de votre taux de commissionnement, de votre statut d'entreprise, etc. Donc, je ne rentre pas là-dedans, mais on va partir de votre objectif de chiffre d'affaires. Vous avez vos honoraires moyens par transaction. Vous savez que chaque transaction générée a un chiffre d'affaires moyen généré. Vous allez obtenir donc le nombre de ventes que vous devez faire sur l'année 2021, par exemple. Si vous connaissez votre taux de transformation de mandats exclusifs en vente, ici j'ai pris 75% de vos mandats exclusifs vendus. Il faut que vous rentriez 19 mandats exclusifs dans l'année 2021. Et s'il vous faut, je crois que ça doit être, si je ne dis pas de bêtises, 4. S'il vous faut 4 rendez-vous vendeurs pour obtenir une exclusivité, il va donc falloir que vous obteniez 72 rendez-vous vendeurs sur l'année pour être certain d'atteindre votre objectif de chiffre d'affaires. On tombe bien sur notre nombre d'or, où une fois que vous avez ce chiffre-là, vous allez pouvoir le rapporter au mois, par exemple, et vous dire, chaque mois, je dois obtenir 6 rendez-vous vendeurs pour être certain d'atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. Et ce qui est important, on le verra de nouveau tout à l'heure, vous allez challenger ce nombre-là chaque semaine pour être dans un pilotage de grande proximité de votre entreprise. N'attendez pas de ne pas avoir de chiffre d'affaires pendant 3 mois pour vous dire, tiens, il faudrait que je réagisse. C'est souvent trop tard. Avec ce nombre d'or, vous êtes en capacité de réagir semaine après semaine sur la direction qu'est en train de prendre votre entreprise. C'est ce que les anglo-saxons appellent la différence entre des lag metrics, d'accord, LAG, des lag metrics et des lead metrics. Pourquoi? Parce que, en fait, dans notre cas, une lag metrics, c'est le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est génial pour comparer d'une année sur l'autre ce que vous avez réalisé, savoir si vous avez progressé, etc. Vous benchmarker, vous comparer avec d'autres conseillers ou d'autres agences, c'est très bien. Mais quand vous le regardez, on est bien tous d'accord que vous êtes en train d'analyser votre passé. Ce qui s'est passé il y a 3 mois, il y a 6 mois, il y a 9 mois. Ce qui nous intéresse quand on est entrepreneur, c'est d'avoir des métriques qui nous permettent d'être prédictives du chiffre d'affaires à venir. Et la métrique pour nous, conseillers immobiliers, dirigeants d'agence immobilière, qui est prédictive du chiffre d'affaires qui va arriver, c'est ce fameux nombre d'or, ce fameux nombre de rendez-vous que l'on obtient. Et ça va vous éviter un écueil, vous savez, ces conseillers immobiliers qui vous disent « oui, mais moi j'ai une activité irrégulière, c'est compliqué, etc. » C'est irrégulier, pourquoi? Parce que quand vous êtes chez le notaire en train de signer des actes ou de monter des dossiers de compromis, souvent pendant ce temps-là, vous ne prospectez plus. Et quand vous ne prospectez plus, vous déstockez vos mandats, mais vous n'en rentrez pas de nouveau. Donc, vous avez une érosion très forte de votre portefeuille de mandats qui fait qu'un beau jour, vous dites, mince, j'ai plus rien à vendre ou presque plus rien à vendre et il faut tout recommencer.
Et il faut 3 mois du coup pour ressortir de nouveaux compromis. Et là, c'est là qu'effectivement, on fait des mois à zéro. Le fait d'avoir ce nombre d'or et de le regarder semaine après semaine si j'ai bien atteint mon objectif de rendez-vous vendeur, vous évite cet écueil-là de dire, bah, tiens, il faudrait peut-être que je pense à continuer de générer des rendez-vous si je ne veux pas avoir une baisse de chiffre d'affaires dans 3 mois. C'est vraiment important cette notion-là pour ça, pour vous éviter cet écueil de trop de conseils immobiliers de je me réveille un beau jour, j'ai déstocké et j'ai plus rien à vendre parce que je n'ai pas anticipé l'érosion naturelle de mon portefeuille. C'est OK là-dessus? C'est parfait. Je vois qu'il y a ta souris sur le bouton, alors j'ose pas passer à la slide d'après. Ah si, tu peux, parce qu'en même temps, je regarde les questions qui nous arrivent via le chat sur lequel je suis en train de les compiler pour y répondre tout à l'heure. Non, on peut avancer, c'est parfait. Une autre manière, c'est de faire une projection par canal d'acquisition. Soyez ambitieux mais réaliste. Donc là, ce qui est à l'écran, c'est très réaliste. On est parti, alors on peut le faire dans ce sens-là en disant, pour relier avec les sourcings et les différents canaux, si j'ai 14 ventes comme objectif à faire par an, il me faut 50 mandats. 50 mandats, si je transforme une estimation sur 2, ça me fait 100 estimations. Et pour avoir 100 estimations, j'ai peut-être 5 qui vont venir grâce au boitage, 50 peut-être parce qu'on a une agence qui travaille encore beaucoup en prospection et en terrain, et je vais en avoir peut-être 50 qui viennent grâce à ce canal-là, donc évidemment, je ne vais pas le lâcher. 8 par rapport à des apporteurs d'affaires et du relationnel, 2 par rapport à des concurrents, 10 par rapport à des leads vendeurs issus du digital, et 25 par rapport à la pige. J'en profite pour faire la petite parenthèse sur leads vendeurs issus du digital. Est-ce que toi, tu aurais une définition simple, Sébastien, pour expliquer, puisqu'on a cette question-là sur leads vendeurs issus du digital? Ouais. Toutes les demandes d'estimation qui pourraient provenir d'un impact direct ou indirect d'une action que vous avez accomplie sur Internet, ça peut être plein de choses. Ça peut être votre communication qu'on va appeler organique sur vos réseaux sociaux. Donc, toutes les posts que vous allez faire, tout ce que vous allez montrer de votre quotidien d'agent immobilier, etc., qui vont construire votre notoriété et votre autorité au fur et à mesure du temps. Ça peut être des leads qui sont obtenus grâce à des campagnes payantes sur ces plateformes dont on parle beaucoup, que sont Facebook, Google, etc., où vous allez avoir de la publicité pour mettre en avant vos services, du contenu, un guide, peu importe, qui vont générer des demandes d'estimation ou des demandes d'information. Ça peut être un blog, si vous avez un blog qui rédige des articles sur comment vendre sa maison à Saint-Nazaire. Ça peut être votre vitrine Google My Business. Ça peut être des outils comme Meilleurs Agents. Ça peut être plein de choses qui font qu'à un moment donné, vous êtes visible sur le web et on sait que 90% des projets immobiliers commencent sur Internet. Donc, c'est très important d'être présent sur ces supports-là parce que, en fait, en réalité, nos vies aujourd'hui sont régies par des trucs comme ça. Et à un moment donné, si vous n'êtes pas présent sur ces supports-là, on passe à côté d'une opportunité de gérer des rendez-vous, clairement. Et il y avait merci Sébastien. Il y avait une précision sur une diapo qu'on a mis sur lequel il y avait LC qui veut dire leads show chez nous. Donc leads vendeur show. Et quand on appelle un lead show, c'est en effet que ça soit sur notre plateforme Meilleurs Agents si vous êtes partenaire et que le prospect regarde votre vitrine, décide d'appeler avec un numéro call tracké ou décide de vous appeler ou de passer. Pourquoi il serait lead show? Parce que quand même, quelqu'un qui fait la démarche de rentrer en contact avec vous par un mail ou par le téléphone suite au dispositif là de visibilité digitale en l'occurrence, c'est quelque chose qui doit être transformé au moins à 1 sur 2 en un rendez-vous. C'est de extrême, le lead show, c'est extrêmement qualitatif, quoi. Voilà pour cette petite précision qu'on nous demande. Quand on écrit nous pige, boitage, porte à porte. Oui, bien sûr. Si je peux juste compléter sur cette notion de lead show, puisqu'on est sur cette notion de température, donc il peut être chaud parce qu'il est chaud au moment où il rentre en contact, mais ça se réchauffe, pas que au micro-ondes, tu vois, ça peut se réchauffer et ça doit se réchauffer. On dit nurturer en anglais, hein, on doit faire l'éducation de ce prospect-là, parce qu'entre le moment où il lève le petit doigt en disant je veux bien une information, je veux bien un guide, je veux bien savoir comment faire, je veux bien regarder une vidéo YouTube, etc. Et le moment où il décide de faire appel à vous pour une estimation, pour certains, il peut se passer 18 mois et c'est OK. Il faut juste être toujours présent dans son paysage tout au long de cette durée et le réchauffer effectivement pour élever son niveau de maturité et être là quand il sera suffisamment chaud. Et c'est là où les choses ont beaucoup changé ces derniers temps, où toi tu parles
7 à 8 contacts ou 8 points de contact à un moment donné pour transformer un suspect éventuellement en prospect puis en client. Ça veut dire que c'est la répétition sur plusieurs canaux qui vont faire qu'à un moment donné, quand quelqu'un rentre dans ce funnel, entre guillemets, avec vous, bien, il y a de l'immédiat et il y a aussi du temps. Et en effet, il faut bien être présent à chaque moment pour suivre ce lead ou ce contact ou cette opportunité de business, entre guillemets, avec de la répétition et sur différents canaux. Et on a aussi une question qui nous est posée, puisqu'on a des termes qui n'ont pas bougé depuis 50 ans, qui s'appellent la pige, par exemple, ou le porte-à-porte ou le boitage. Et on a des questions qui nous disent ah, mais aujourd'hui, on ne peut pas boiter, flyer parce que c'est interdit. Alors, on va rétablir juste le truc. C'est pas que c'est interdit aujourd'hui. Il y a un dispositif qui s'appelle Stop Pub qui fait que sur les boîtes aux lettres, si vous deviez boiter, bah, avec Stop Pub, vous n'avez pas le droit de le faire si c'est une publicité apparente, en tout cas claire, comme un flyer d'agent immobilier. Que dans le cas où vous le faites, bah, l'amende s'est renforcée. Je crois qu'aujourd'hui, on est arrivé à 1 500 € d'amende. Voilà, ça concerne uniquement dans la prospection terrain, le boitage, là où il y aurait Stop Pub. Et encore une fois, certains vont utiliser quand ils sont friands, en tout cas, parce ils ont mesuré que leur canal de porte-à-porte était très important, bah, ils vont éviter de mettre des flyers dans les endroits où il y a Stop Pub et ils vont même parfois mettre des courriers nominatifs sous enveloppe pour différencier leur prospection terrain et être aussi présent. Donc, il n'est pas impossible ou interdit de prospecter. Il y a juste cette histoire de Stop Pub. Et après, on peut être imaginatif avec en effet, ces enveloppes cachetées nominatives qui vont, encore une fois, pouvoir faire la différence. En tout cas, si vous avez mesuré que c'est votre source d'estimation de mandat, elle vient beaucoup par le porte-à-porte, bah, va falloir être astucieux mais légal, original et trouver ces histoires, par exemple, d'enveloppes cachetées avec un texte personnalisé et surtout nominatif. Si Et ça peut, ensuite, si pour ça le peut pape, si ça oui, peut vas-y. au moins éviter, enfin, si ça peut au moins permettre à la profession d'arrêter de mettre des flyers sur papier glacé qui se glissent entre celui du sushi shop et du pizzaiolo, ça peut être que mieux pour la Exactement. profession, sans aucune valeur ajoutée. Donc c'est plutôt une bonne chose de ce point de vue-là, si ça peut nous obliger à enfin nous demander ce que la personne a réellement envie de lire de nous et comment est-ce qu'on peut avoir une relation qui soit une relation beaucoup plus interpersonnelle que simplement en lui balançant un flyer à la tronche. Exactement. Non, non, c'est très clair. Évidemment que la Covid sur la prospection terrain peut, en tout cas, certains s'interrogent, là je vois dans le chat, néanmoins, je vois aujourd'hui autour de nous, soit dans le cadre de nos 10 000 agences partenaires, je vois des opérations coup de poing, je vois des prospections de commerçants, en respectant les gestes barrières et les distanciations physiques. Je pense qu'aujourd'hui, encore une fois, ceux pour qui ce canal-là est générateur de business, bah, continuent, évidemment en respectant la législation. Et pour la petite question sur la pige avec le PAP où c'est devenu impossible parce que, bah oui, en effet, c'est pas devenu impossible, c'est que il y a les mêmes objections qu'avant sur les agences s'abstenir ou des coordonnées qui sont peut-être plus dures à trouver, auquel cas c'est un des canaux. Mais aujourd'hui, je peux vous assurer que dans nos agences partenaires, c'est-à-dire 1 sur 2 en France, ces opérations-là de prospection téléphonique ou de pige, parce qu'il y a deux approches différentes là dans la prospection téléphonique ou la pige, sont encore générateurs de mandats. Voilà, je ne sais pas si toi, on t'en parle, Sébastien, dans ton coaching avec tes agents immobiliers. Bien sûr, on réfléchit à des solutions pour aborder de manière un peu plus innovante cette pige, mais je fais partie de ceux qui ne pensent pas qu'il faille arrêter de la faire. Je pense simplement qu'il faut qu'elle évolue pour être beaucoup plus conforme à la manière dont les prospects de nos jours acceptent d'être sollicités. Donc ça demande plus de finesse, ça demande aussi, comme on parlait de réchauffer, ben, j'aime bien mettre en place des stratégies avec mes clients sur comment est-ce qu'on peut finalement créer du lien avec ce prospect-là avant la première conversation téléphonique qu'on va avoir. Donc on réfléchit à plein de choses pour ça. Donc oui, c'est encore possible. Est-ce que ça demande d'innover? Oui. Maintenant, depuis 15 ans que je fais ça, ça a toujours été difficile de faire de la pige, ça a toujours été la bête noire des conseillers immobiliers, ça n'a pas changé depuis, les gens sont ni plus ni moins accueillants au téléphone qu'avant.
Par contre, c'est vrai que dans la manière dont ils acceptent aujourd'hui d'être sollicités commercialement, ça nécessite que l'on évolue et on a plein d'outils technologiques aujourd'hui qui nous permettent d'aborder un petit peu de biais ces gens-là pour construire la relation avant de les appeler à froid. Et puis, c'est toutes tes formations sur la posture, hein, je passe en position d'offreur plus que de demandeur. Et là, ça peut demander à un moment donné pour certains agents un changement d'état d'esprit, entre guillemets, à 360 sur comment je vais trouver cette posture d'offreur où je vais offrir peut-être 2 fois et je vais demander une 3e fois. Mais en tout cas, il y a des postures aussi qui font qu'à un moment donné, mon angle est différent et j'arrive à passer à travers les mailles du premier filet grâce à cette posture, quoi. Ça me faisait penser à ça, en tout cas, ce sujet-là. Ouais. Alors, comment on priorise sa zone de prospection et son type de bien? Ça, c'est une sacrée question pour une agence et pour un agent immobilier, d'ailleurs. Ouais. En fait, une fois qu'on a déterminé notre objectif, hein, si on redonne du sens à ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, on a fait l'audit de notre prospection, on a clarifié nos objectifs, on sait maintenant combien de rendez-vous on veut générer, etc. La question en termes d'organisation, parce que c'est notre sujet du jour, là, les objectifs et l'organisation, c'est OK, maintenant sur quel territoire est-ce que je vais mettre en place ces actions de prospection que je vais chercher à développer? Pour moi, il y a 5 dimensions qui sont fondamentales dans le choix de son territoire de prospection. Le premier élément sur lequel on va revenir, ça va être la taille de ce territoire de prospection. J'ai une conviction, tout le monde ne la partage pas forcément. Prospecter sur un secteur de 2500, 3000, 3500, 5000 boîtes aux lettres, comme je peux parfois l'entendre, c'est totalement absurde pour toutes les raisons que tu as évoquées tout à l'heure sur la fréquence de passage et à quelle fréquence est-ce que mon message va être vu, lu et entendu par les gens que je cherche à servir. Ça demande d'être sur un territoire de prospection qui soit suffisamment réduit pour nous garantir une fréquence suffisamment élevée. Moi, je préconise entre 800 et 1200 boîtes aux lettres. Si je veux être certain qu'un conseiller immobilier puisse passer au moins une fois par mois physiquement sur ce territoire-là, en complément des autres actions de prospection dont on a parlé tout à l'heure. C'est vraiment important. La règle, elle est vraiment… À chaque fois que je discute avec un conseiller immobilier qui prospecte sur 3000 boîtes aux lettres, tu peux être sûr qu'il prospecte une fois tous les 3 mois. Donc, quelque part, c'est qu'il y a une vérité sur 1000 boîtes aux lettres, ça se gère très très bien sur une fréquence de passage d'au moins maximum 1 mois. Donc la taille. La deuxième dimension, c'est le potentiel de ce territoire de prospection. Tout ça, ça a l'air d'être des évidences, mais quand on fait le travail avec des dirigeants d'agence ou des conseillers immobiliers, on s'aperçoit que parfois, on s'échine à travailler un territoire de prospection sur lequel il n'y a pas de potentiel de transaction, ou peu de potentiel de transaction. Donc c'est bien de faire cet effort côté DIA, côté impôt.gouv, côté DVF, etc., d'aller regarder sur le territoire sélectionné quel est le nombre de transactions que l'on peut constater sur ce territoire, de regarder ce qu'on va appeler le taux de rotation, hein, donc combien de ventes réalisées, donc combien de lots vendus sur le nombre de lots qui existent sur mon territoire, et de s'assurer un minimum de 4, 5, 6% de taux de rotation sur son territoire. Sinon, on est dans le risque de mettre en place beaucoup d'actions de prospection pour peu de résultats parce que peu de potentiel de transaction. J'ai déjà vu des conseillers qui ont prospecté pendant 1 an sur un territoire sans succès. Et quand on a fait ce truc-là, on s'est aperçu que, en fait, il n'y avait juste pas de transaction là où ils prospectaient. Et en les décalant de simplement 5 minutes plus à l'est ou plus à l'ouest, là, boum, d'un coup, ça se met à fonctionner parce qu'il y a plus de potentiel. Troisième dimension, c'est la variété de la typologie de biens qu'on va trouver sur ce territoire de prospection qu'on va sélectionner. C'est vraiment important que vous vous posiez la question de est-ce que sur le territoire que je prospecte, j'ai un territoire sur lequel je vais pouvoir trouver des biens qui correspondent aux 3 demandes les plus fréquentes d'acheteurs sur mon territoire. Donc, généralement, c'est bien de se poser la question de savoir que veulent les primo-accédants sur mon territoire, que veulent les secondo-accédants, donc les gens qui vont être dans une logique de revente et de rachat sur mon territoire, et que veulent les investisseurs sur mon territoire. Si je connais la demande type de ces 3 populations-là et que je m'assure que sur mon territoire de prospection, il y a bien des biens qui correspondent à ces 3 demandes types, je suis à peu près certain d'être sur un territoire qui vaut le coup d'être prospecté. La 4e dimension, c'est le niveau d'information dont je dispose sur ce territoire. Donc là, c'est vraiment hyper important d'avoir un niveau d'information extrême sur ce qui se passe sur un territoire. Les gens attendent un expert d'hyper proximité. Donc c'est bien ces 2 dimensions, donc ils veulent l'expertise métier, mais ils veulent la connaissance sur la proximité. Donc ça demande de savoir tout ce qui se passe en matière d'immobilier, en matière d'habitat, en matière d'aménagement du territoire, en matière de commerce qui ouvre, qui ferme, qui se construisent, peu importe, les écoles, les taux de réussite au brevet, au bac,
la notoriété, la réputation de tel ou tel établissement. Bref, toutes les informations qu'un prospect acquéreur ou vendeur va chercher, va vouloir qu'un conseiller immobilier détienne pour être rassuré et être dans un climat de confiance. Et puis la cinquième dimension que j'ai rajoutée il y a peu de temps, il y a peut-être un an ou un an et demi, c'est une prise de conscience aussi, c'est que comment on va être dans une logique d'apporter de la valeur aux habitants de ce territoire-là, je crois qu'on peut apporter de la valeur qu'aux gens qu'on aime ou qu'aux endroits qu'on aime, etc. Et je crois beaucoup au fait d'avoir un attachement particulier au territoire sur lequel on prospecte. J'étais au téléphone avec une conseillère juste avant qu'on démarre cette conférence et elle me disait qu'elle est contrainte de prospecter sur un territoire sur lequel elle ne se sent pas forcément hyper bien, ça ne correspond pas peut-être au CSP, tu vois, elle est un peu CSP+, elle a été toujours éduquée dans un certain climat, etc. Elle se sent moins à l'aise dans un autre. Elle connaît moins bien. Elle me dit, alors c'est dommage, à 10 minutes de là, il y a là où j'ai grandi, je connais les commerçants, ma mère habitait là, etc., etc. Pour diverses raisons, elle est contrainte de ne pas pouvoir prospecter sur ce territoire-là. Donc, je crois vraiment à cette dimension de dire, tiens, il faut que j'ai le plaisir et l'envie au quotidien d'aller arpenter les rues de ce territoire-là, de connaître les gens, parce que quelque part, j'y ai une forme d'attachement très personnel. Très clair. Et encore une fois, c'est de pouvoir choisir après en toute connaissance de cause, parce que une fois qu'on a fait cet exercice-là et qu'on a bien identifié, quand tu disais en effet de prospecter les zones où il y a le business, ben encore une fois, faut-il les avoir identifiés. Nous, je sais que un de nos outils qui est la carte de prospection qui va aussi aujourd'hui sur le futur commencer à regarder où se font les estimations et est-ce que le marché ne se déplace pas. Mais c'est bien de le faire en toute connaissance de cause parce que pour l'exemple de la négociatrice que tu suis là en coaching, tu as aussi d'autres exemples où les gens ne veulent pas aller, veulent tous aller au centre-ville parce que les biens sont plus jolis entre guillemets, et tu vas t'apercevoir que dans certains endroits, c'est dans les quartiers les moins attractifs où je n'aimerais peut-être pas vivre, mais où là où se font les transactions, quoi. Et auquel cas, il faut bien avoir cette vision globale et puis décider après par rapport à ces 5 critères-là. Mais c'est important d'avoir une vision globale et de ne pas foncer tête baissée sur toutes les notions que tu as évoquées là et d'avoir une vraie stratégie pour avoir, encore une fois, sa zone de prospection maximale en 10 territoires parfaits, quoi. On est sur… Alain, pardon, vas-y, Alain, pardon, je te excuse-moi. coupe. On avait une question juste sur les DIA, parce que j'ai parlé de DIA. Ah oui, ok. On a une question, donc les DIA, donc les déclarations d'intention d'aliéner. Donc, en gros, au service urbanisme de votre commune, de votre mairie, etc., vous allez pouvoir avoir l'enregistrement en fait, de chacune des transactions en fonction des mairies, des quartiers, des arrondissements, etc. Et puis de votre joli sourire, parfois vous avez la possibilité d'aller consulter ce fichier-là, vous allez savoir combien de transactions ont lieu, lesquelles, voilà, faut prendre les gens du bon angle et le bon jour de la semaine, etc. Mais dans certaines petites communes, c'est plus facile que dans les grandes, mais c'est des informations auxquelles vous pouvez avoir accès au niveau de l'urbanisme de vos mairies respectives. Donner un ordre d'idée, parfois on dit une grosse ville de région parisienne, je ne sais pas si on peut dire à l'ouest Levallois, à l'est Montreuil, qui sont des villes de près de 60, 80, 100 000 habitants. Parfois on sait que ce nombre de DIA correspond plus ou moins au nombre de transactions qu'il va y avoir sur la commune, donc ça vous donne quand même une idée du territoire et du gâteau et de ce qui va se jouer, quoi, en gros. Ces deux villes-là, par exemple, sont dans les 1500, 1600 aujourd'hui DIA. On pourrait dire 1500, 1600 transactions. Et vous imaginez bien qu'une agence qui a 5% de part de marché, ça commence à être un leader de la ville, puisque une agence, ça va lui faire 75 ou 80 ventes avec des moyennes d'honoraires de 12, 14, 15 000. Donc, on est bien au-dessus aujourd'hui de la moyenne nationale, pour vous donner un ordre d'idée. Et un agent indépendant qui, lui, ferait une vingtaine de transactions serait aussi leader et un acteur important sur ces communes-là. Bien sûr, au-delà de tout ça, il faut bien formuler ses objectifs, si on est en équipe en tout cas, ou pour soi-même. Il y a un acronyme ou un moyen mémotechnique là qui s'appelle SMART. Il y a beaucoup de mots anglais, hein, donc on va les traduire. En tout cas, c'est intéressant quand je fixe des objectifs ou quand je me fixe des objectifs qui soient personnalisés et spécifiques. Ça, c'est le premier stade à atteindre. Et bien sûr, très précis.
En deux, il faut qu'il soit mesurable. Je ne peux pas courir si je ne sais pas ce que je dois obtenir et si je ne sais pas me mesurer à une moyenne ou à quelque chose qui a déjà été fait. Donc, j'ai besoin d'objectifs mesurables. J'ai besoin qu'ils soient atteignables, mais ni trop peu, mais ni trop non plus. Il faut qu'ils soient ambitieux, mais atteignables. Et donc réalisables et réalistes. Et bien évidemment, dans le temps temporellement défini. Ça veut dire que je peux avoir des objectifs au mois, d'autres au semestre, d'autres peut-être à l'année. C'est pareil si un manager met des challenges en place, il faut que ça soit temporellement défini. Sinon, à un moment donné, c'est sans fin. Donc, on va dire, je peux avoir des plus petits challenges, si c'est des challenges ou des objectifs, peut-être à la semaine ou à la quinzaine ou au mois. Et puis, peut-être j'ai des gros objectifs, peut-être au trimestre. Moi, voilà ce que j'avais envie d'avancer là-dessus. Je regarde en même temps les questions. Donc, on a répondu à DIA, donc tout est bien. On a, Quel conseil pouvez-vous… Ouais, vas-y, Sébastien. Comme ça, je prends en même temps ouais, les mais questions. justement, je regardais Ouais. justement les questions Ah, et je voulais vas-y. revenir Super. sur l'une d'entre elles, même si je sais Ouais. vous êtes sur un cycle de 4 webinaires, donc il y aura aussi pas mal de Ouais. choses qui vont être partagées dans les webinaires sur le comment, parce que là on est sur les objectifs, mais Oui. puisqu'on a des questions, on a une question par exemple sur comment est-ce qu'on fait pour prospecter des apporteurs d'affaires. Et en fait, que ce soit les apporteurs d'affaires ou qui que ce soit que vous cherchiez, entre guillemets, à prospecter, hein, c'est un peu gros mot dit comme ça, mais en tout cas à faire en sorte que ces personnes-là vous envoient des contacts, c'est tout simplement en se mettant dans la peau de la personne en question. Je crois foncièrement qu'il y a une vraie valeur ajoutée à l'empathie de ce point de vue-là. C'est plutôt que de me positionner moi sur de quoi est-ce que j'ai besoin de l'autre, c'est plutôt de me demander de quoi est-ce que l'autre a besoin. Et vos apporteurs d'affaires, ils vous apportent des affaires pas uniquement pour l'argent. Et d'ailleurs, très souvent, quand on leur demande, c'est pas pour ça. C'est juste parce qu'à un moment donné, quand vous recommandez quelqu'un dans un projet qui est aussi important que ça, vous avez envie de la reconnaissance de la personne qui va être contente d'avoir été mis en relation avec quelqu'un d'efficace, etc. Un apporteur d'affaires, si c'est un professionnel, parce qu'il est pisciniste, storiste, cuisiniste ou architecte et que vous les faites travailler, vous allez être dans une relation de proximité et de réciprocité avec eux. Mais c'est juste à un moment donné de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour l'autre? Est-ce que l'autre, ça va bien en ce moment? Est-ce que son business, ça roule? Est-ce que je ne pourrais pas juste prendre de ses nouvelles? Est-ce que je ne pourrais pas me soucier de l'autre? Parce qu'on sait qu'il y a une prime par réciprocité à faire en sorte que les gens vont vous demander, vous, comment ça va dans votre activité? Et ce sera beaucoup plus facile pour vous de vous positionner comme étant à la recherche d'opportunités de vente ou d'achat si vous avez d'abord fait l'effort au préalable de vous demander si tout allait bien pour votre interlocuteur. Donc ça, c'est la première question. Puis il y avait une deuxième question sur les ratios. Comment est-ce qu'on calcule les ratios de prospection? Donc, je vais revenir sur ce que je disais tout à l'heure, juste sur combien de rendez-vous vendeurs, comment est-ce qu'ils sont répartis par source et par canal de prospection, et surtout le nombre d'heures que vous allouez. Et là, quand je regarde avec les conseillers immobiliers, tous ceux qui utilisent des agendas papier, par exemple, c'est sûr, un peu difficile d'aller compiler l'information pour savoir combien d'heures vous avez passé à faire de la pige, combien d'heures vous avez passé à faire du boitage, ou à mettre en place tel ou tel partenariat avec tel ou tel commerçant. Donc, ça demande à traquer son temps. Et quand vous faites cette petite réunion avec vous-même tous les vendredis pour regarder votre nombre d'heures, ça vaut peut-être aussi le coup de regarder le nombre d'heures que vous avez passé à prospecter, sur quels canaux différents, la répartition, pour vous permettre d'analyser aussi à la semaine l'efficacité des différentes actions que vous mettez en place. Juste avant du chapitre gérer votre temps et vos priorités comme le temps avance, j'essaie de répondre à deux questions pour pas qu'on ait 50 questions à la fin et qu'on essaie de tout répondre, d'avoir répondu à tout. Il y a des notions sur les ratios d'acheteurs, visites, nombre de ventes. Ils ont un peu augmenté, mais moi je suis resté sur, on va voir avec Sébastien, je peux faire une vente tous les 4, 5 acheteurs ou tous les 10, 15 visites si je fais 2 à 4 visites avec un client acquéreur. Voilà les ratios aujourd'hui qui ont eu tendance à un peu augmenter puisque les gens avaient besoin de peut-être un peu plus de choix. Moi, en tout cas, j'ai ce ratio-là. Une deuxième question qui est comment j'identifie mes cœurs de cible. Il y a plusieurs manières, ça dépend de l'historique que j'ai sur place, si j'en ai ou j'en ai pas. Mais parfois, il se fait parce que si je suis en ouverture sur une zone, au fur et à mesure de mes demandes d'acquéreurs, va se construire à un moment donné ce que les acquéreurs souhaitent et donc ça va devenir un élément important dans ce que je dois aller chercher comme type d'affaires. Ça peut être sur qu'est-ce que j'ai vendu et qu'est-ce que je vends bien et que représentent les T2, les T3, les maisons, etc. Dans mon stock, si j'ai de l'historique. Voilà, donc un deuxième critère. Et puis après, c'est le budget aussi de vos acquéreurs qui va déterminer ce que peut être aussi
un cœur de cible. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur ce sujet-là. On va laisser 2-3 questions encore pour la fin et sur gérer votre temps et vos priorités. Le plan d'action doit être clair, nous dit Sébastien. Oui, à partir du moment où vous avez défini votre objectif, que vous avez défini le secteur sur lequel vous allez mettre en place, ben, vous allez donc avoir maintenant à mettre en place votre plan d'action de prospection. Donc, ce plan d'action, vous l'avez bien compris, il va tourner autour de ce nombre de rendez-vous vendeurs que vous devez générer chaque semaine. Et je vous invite vraiment à avoir un plan de prospection pour la durée la plus longue possible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez en tête que vous allez distribuer un courrier nominatif pour fournir de l'information utile aux habitants de votre territoire une fois par mois, ça veut donc dire qu'il va falloir produire 12 de ces documents. Peut-être que sur la base de l'information qui va se trouver sur ces documents, vous allez décider d'en faire à chaque fois une vidéo pour vos réseaux sociaux ou pour votre chaîne YouTube. Peut-être que vous allez également décider de compiler tout ça sous forme d'un guide que vous allez mettre à disposition sur votre signature d'email ou dans vos profils de vos réseaux sociaux ou avec un QR code sur vos courriers nominatifs pour que les gens téléchargent ce guide. Enfin, il y a plein de choses que vous pouvez imaginer. Et ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à avoir ce plan pour un an. Nous, ce qu'on préconise, c'est d'avoir un an. Toute entreprise anticipe à un an les actions de commercialisation qu'à mettre en place, les actions de communication et de prospection, pour la durée en tout cas la plus longue possible, au moins un trimestre. J'aime bien en termes d'objectifs, moi, fonctionner au trimestre à titre personnel, parce que je trouve que c'est une temporalité qui est à la fois suffisamment courte pour que chaque jour compte et pas trop lointaine pour pas être trop flou non plus. Donc moi, j'aime bien travailler sur des objectifs trimestriels. Et puis, ce plan d'action de communication, il va être du coup réajusté éventuellement chaque trimestre en fonction de l'atteinte des objectifs. Le fait de l'avoir posé sur une durée suffisamment longue, ça va vous enlever beaucoup de charge mentale parce que je vois beaucoup de conseillers immobiliers qui s'enferment dans le truc tous les mois. Qu'est-ce que je vais raconter ce mois-ci et qu'est-ce que je vais dire sur mes réseaux sociaux la semaine prochaine? Et parce qu'on est constamment dans la réaction et qu'on n'a pas anticipé ces trucs-là. Une fois que c'est posé, vous verrez qu'il y a un vrai gain en termes de charge mentale de se dire, OK, je sais qu'en mars, je dois distribuer tel courrier, il est déjà prêt, il est déjà imprimé, peu importe. Voilà. Vous avez cette charge mentale en moins. Et puis je disais tout à l'heure, j'en ai dit des bribes à plusieurs reprises, mais cet objectif de nombre d'or, donc ce nombre d'or hebdomadaire, challengez-le toute la semaine. Tous les vendredis, ayez une réunion avec vous-même qui dure 15 minutes. Je prends un temps, je me dis voilà, cette semaine, je devais obtenir 2 rendez-vous vendeurs. Atteint ou non atteint. Si c'est atteint, tant mieux, je suis sur les rails pour atteindre mon objectif. S'il n'est pas atteint, est-ce que j'ai mis en place le plan d'action que je m'étais donné? Oui, alors il faut le modifier. Est-ce que j'ai mis en place le plan d'action que je devais mettre en place? Non, je ne l'ai pas fait. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et j'en fais double ration la semaine prochaine. Mais au moins, je corrige encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pilote mon entreprise en grande proximité, semaine après semaine. Je rectifie le tir semaine après semaine et j'évite de tomber dans l'écueil de l'irrégularité dont on a parlé tout à l'heure. Très clair. Pour ça, il y a des outils. Évidemment que l'agenda, c'est le meilleur allié. Et quand on est dans les agences, il y a des agences qui travaillent avec des agendas partagés, d'autres non. Bien que même dans les outils de tous les logiciels de transaction aujourd'hui, il y a ce type d'outil et ce type d'agenda qui est très facile et très pratique. Et pour autant, c'est comme pour les différents canaux de prospection ou un certain nombre de choses, ça coule pas de source et c'est pas évident. Je vois bien qu'il y a encore des freins à ça, alors que qu'est-ce que ça peut être un gain de temps une fois qu'on se met d'accord sur des règles et qu'on puisse partager son agenda notamment pour organiser, mettre son rendez-vous du vendredi pour faire le point avec soi-même. Et si c'est une priorité numéro 1, il n'y a rien, sauf une signature immédiate d'un mandat exclu ou d'une vente, mais il n'y a rien qui pourra venir annuler ça dans l'agenda. Mais en tout cas, c'est très important, même si c'est un sport individuel qui se joue en équipe, c'est individuel, mais ça joue en équipe. Donc, vous allez voir qu'on peut avoir besoin des uns des autres pour de l'accompagnement, pour des visites, pour présenter une affaire. Et auquel cas, qu'est-ce que c'est agréable et confortable d'avoir ces fameux agendas partagés, encore une fois, qu'on s'est mis d'accord sur quelques règles du jeu, et notamment, évidemment, la visibilité de l'ensemble de son agenda. Donc, nous, on incite beaucoup à l'agenda partagé. Voilà, avec encore une fois des règles du jeu qui soient admises et comprises de tout le monde pour que ça soit très souple et que ça soit pas un outil entre guillemets de contrôle, mais un outil d'aide à la productivité, d'aide à la visibilité des uns des autres, parce qu'on a besoin à chaque moment des uns et des autres. Dans votre logiciel ou dans votre, vous avez des tâches pour vous rappeler tout ce que vous avez à faire, et souvent
il suffit de les faire même en direct, quoi. Ça veut dire que quand je suis avec un client et que je lui dis que je vais faire le point sur son mandat exclusif au 15e jour, bah, je le mets directement dans mon agenda et c'est la machine qui va travailler pour vous. Plutôt que d'avoir en mémoire quelques clients à rappeler, je caricature un petit peu, et puis de louper plein de choses, quoi. Donc, il y a des tâches, il y a des relances ou des rappels, et il y a cette discipline qui est vraiment gagnante si à un moment donné on passe ce stade de faire travailler ou d'avoir la machine qui va vous aider. Avec plein d'exemples et d'autres outils, là on a mis Trello, ClickUp et Notion, et puis Sébastien a quelques exemples de peut-être de bonnes pratiques Ouais. là-dessus, avec ces outils-là, Ouais. avec ceux qui te suivent dans tes coachings. Ouais, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait de se bloquer des temps dans l'agenda pour telle ou telle tâche importante, etc. Mais je ne sais pas si on le voit là à l'écran, mais voilà, vous avez des codes couleurs. Moi, je suis sur, voilà, sur Google Agenda et à chaque code couleur correspond à une typologie de tâches, que ce soit du coaching, que ce soit de la création de contenu, que ce soit voilà, des rendez-vous avec des partenaires, etc. Et après, ça demande une autre capacité, c'est la capacité à savoir dire non. C'est pas simple, hein, pour moi le premier, c'est qu'à partir du moment où j'ai déterminé que dans mon cas, c'était le lundi entre 15h et 17h que je pouvais être OK pour discuter avec d'éventuels partenaires, bon, bah, ça veut dire que le partenaire qui m'appelle le mardi, bah, il attend un lundi à 15h de dispo. Mais ça demande, voilà, c'est vraiment très dur en tant qu'entrepreneur aussi de repousser des sollicitations aussi, parce qu'il y a des choses qui sont plus importantes pour faire avancer l'entreprise. Et dans le cas d'un conseiller ou d'un dirigeant, c'est les activités de prospection sont, elles, les seules qui ne peuvent pas bouger dans l'agenda, à part la signature d'un acte définitif ou d'un compromis. Et là, pour revenir sur donc, ce que vous voyez là à l'écran, Hello. j'ai pas mal de mes membres qui utilisent du coup Trello, notamment pour le suivi de leurs actions de prospection qu'on enseigne dans le programme Accélère Imo. Là, par exemple, c'est le cas des actions qu'on met en place en fait en termes de pige, puisqu'on a des stratégies où on envoie des SMS en amont du premier appel, etc. Et du coup, ben, on a des membres qui utilisent du coup Trello, qui a l'avantage d'être très visuel pour pouvoir déterminer à quel stade on est en fait de telle ou telle action. Donc c'est intéressant puisque là, dans ce cas-là, ben, la personne mettait dans la colonne de gauche la sélection des biens qui sont à contacter sur sa pige, par exemple, et puis va déplacer SMS 1 envoyé, SMS 2 envoyé, SMS 3 envoyé, appel de relance, enfin, voilà, pour avoir de manière très visuelle un état d'avancée de ces actions de prospection. Et ça, vous pouvez le faire pour votre boîtage, par exemple. Ben, vous avez sur la colonne de gauche tous vos courriers déjà prêt, puisqu'on peut mettre des pièces jointes, des rappels, etc. Et puis vous allez déplacer, ben, janvier c'est fait, février c'est fait, par exemple. Vous pouvez le faire avec la relance de vos anciens clients. Vous pourriez avoir tous vos anciens clients et puis SMS de bon anniversaire, SMS de joyeux Noël, SMS de bonne année, etc. Et puis aller déplacer le prospect pour être certain que vous n'oubliez personne sur le bord du chemin. Parfait, très clair, à tester. Il nous reste une question là, enfin il y a plusieurs questions mais qui se regroupent. Il y en a une qui est, alors une fois n'est pas coutume, quelqu'un nous demande comment trouver le nombre de DIA par ville à chaque fois. Donc Sébastien y a répondu en partie. C'est vrai que parfois il faut être astucieux. Là j'ai une question sur Paris. Sur Paris, en regardant la chambre des notaires, en regardant la FNAIM, en regardant un certain nombre d'articles, on sait à Paris de toute manière qu'il y a seulement, j'ai envie de vous dire, entre 30 et 40 000 transactions. C'est à peu près 5% du marché pour ceux qui s'intéressent à ce marché. Et ensuite, il y a la question qui est après, c'est comment choisir l'arrondissement le plus porteur. Ben là, je vous renvoie pas seulement à un nombre de transactions parce que il y a plusieurs critères à prendre en ligne de compte pour décider de travailler sur un arrondissement qui correspond à peu près parfois à une ville de province. Hein. Si on regarde le 15e arrondissement, il doit y avoir 250, 300 000 habitants peut-être. Donc c'est même si c'est en copropriété verticale, c'est très important avec un taux de rotation d'ailleurs qui est un peu supérieur à la moyenne des villes de région dans Paris. C'est de regarder aussi l'appétence pour ce quartier, cette typologie d'habitat, etc. Mais vous avez tous les arrondissements qui sont le 18, 19, 20e où il y a plutôt le plus de transactions. Et plus on se retrouve vers l'hypercentre de Paris, moins il y a de transactions. Donc voilà, mais alors vous allez pouvoir trouver ces chiffres-là sur les 2-3 pistes que je vous ai données. Bien sûr que on a déjà expliqué, que ce soit Sébastien ou moi de mon côté, un certain nombre d'ingrédients, un certain nombre de méthodologies, d'échanges d'expériences. Le plus difficile va démarrer maintenant, c'est-à-dire que dans ce qui a été évoqué, il y a des choses que vous avez sur lesquelles vous avez peut-être accroché un peu plus que sur d'autres. Maintenant, c'est de passer de l'intention à l'action, c'est-à-dire, je constate que, mais qu'est-ce que je fais concrètement pour commencer
dans ses ambitions, ses objectifs, ce calcul de nombre d'heures, ce calcul d'affiner mon cœur de cible, tout ce qu'on a vu aujourd'hui ensemble, qui pourrait paraître pour certains un grand éléphant. Et on a coutume de dire, nous, chez Meilleurs Agents, qu'un grand éléphant, ça se mange pas en une seule fois. Donc, je vais prendre un petit morceau. Je vais commencer par regarder ce que je peux mettre en œuvre, peut-être rapidement aujourd'hui, peut-être la semaine prochaine. Et en tout cas, regardez, puisqu'on va vous envoyer cette présentation, ce que je peux mettre en œuvre. D'ici là, il va s'écouler à peu près une quinzaine de jours entre ce premier épisode et l'épisode numéro 2 sur les prospections digitales, sur les différents canaux, puis sur les prospections offline. Donc, on va rentrer dans le comment plus dans le détail sur les 3 prochains épisodes. Entre-temps, faites votre bilan 2020 pour regarder à votre avis sur votre feuille de route là qui arrive, qui est arrivée d'ailleurs, quelles sont les orientations que vous avez à prendre pour atteindre vos ambitions. Calculez votre nombre d'or. Moi, je ne manquerai pas de démarrer le prochain épisode par quel est votre nombre d'or et puis préparez vos objectifs. Voilà ce que, en tout cas, on avait à vous dire avec Sébastien. L'épisode 2 sera les bonnes pratiques de la visibilité et de la prospection digitale. Ça sera le 23 février. Avec votre petite préparation pour ceux qui le souhaitent. Les questions, on a répondu au fil de l'eau avec Sébastien. Certains nous demandent comment accéder à notre plateforme et devenir abonné. Bon, là, il y a un téléphone et puis il y a un mail, donc c'est assez simple pour vous de rentrer en contact avec nous. Vous pouvez regarder différents épisodes, dont celui du mandat exclusif qu'on a tourné avec Sébastien, qui est dans nos formations en ligne en replay sur le site Wikimo Pro. Vous avez aussi des infographiques dont vous pouvez vous servir avec vos clients. Vous avez nos podcasts sur lesquels vous allez retrouver aussi un épisode de Sébastien sur Scanimo, sur Radio Imo donc, et puis nos livres blancs et différents articles que vous avez ici à l'écran. Donc, soyez curieux et regardez aussi ce qu'on a déjà fait, ce qu'on peut vous apporter sur notre blog pro. Bien sûr, on a besoin d'avoir vos attentes sur ce qui vous a convenu, ce que vous souhaitez améliorer, quels sont les thèmes que vous avez besoin de traiter en ce moment pour qu'on vous fabrique des interventions avec des spécialistes au fil de l'année. Donc, n'oubliez pas de répondre à ce questionnaire en fermant d'ici quelques secondes maintenant ce webinaire. Et puis, peut-être, Sébastien, te laisser conclure. En tout cas, nous, on voulait te remercier à nouveau, bien évidemment, pour ces éclairages et ce partage d'expérience. Ouais, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, je vous reverrai pas du coup pendant les autres webinaires de ce cycle. Donc, je vous souhaite en tout cas un super cycle sur la prospection, parce que la prospection, c'est fondamental. Vraiment prendre conscience que comme n'importe quel entrepreneur, on a 2 métiers. On a celui que l'on cite spontanément, qui est de faire nos visites, remplir des mandats, faire des ventes. Mais le métier qui surpasse tous les autres, c'est générateur de prospects qualifiés. Et toute entreprise a besoin, quoi qu'il arrive, de générer des prospects pour survivre. Donc, c'est vraiment très, très important d'accorder une importance toute particulière à la prospection qui est fondamentale. Parfait. Eh ben, merci à tous, bonnes affaires et à très bientôt, Sébastien. Ciao Alain, à bientôt. Ciao à tous. Salut.